Souleymane Niang. Je vous le disais dans les titres, les autorités sénégalaises se sont saisies de l'affaire de l'incendie qui a coûté la vie hier à 5 Sénégalais à Denver, aux États-Unis. On parle d'un incendie criminel et le cas échéant, le directeur des Sénégalais de l'extérieur au ministère des Affaires étrangères n'exclut pas une plainte. François Amadou Gaye, que je vous propose d'entendre avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous recevons cette nouvelle vraiment qui est vraiment triste. Nous sommes vraiment touchés par ce qui se passe pour cette famille. C'est pas du tout facile et nous tenons donc à présenter les condoléances aux familles vraiment qui sont touchées par ce malheur. Et sachez aussi que le ministère des Affaires étrangères, à travers le consulat général de New York et l'ambassade, est en train de suivre ce dossier assez important pour nous. Donc nous sommes vraiment touchés par cette situation. Le consul général donc est sur le terrain pour voir exactement avec les autorités américaines qu'est-ce qui s'est passé, parce que nous essayons de comprendre exactement pourquoi cet incendie et ce qui s'est réellement passé. La thèse d'un incendie criminel est pour le moment privilégiée. Peut-on s'attendre à une plainte de l'État dans cette affaire? Bon, bien sûr, si c'est le cas. Donc nous sommes en train d'attendre d'abord que notre consul général nous revienne, parce qu'il est sur le terrain pour rencontrer les autorités là-bas. Donc dès que nous aurons beaucoup plus de détails là-dessus, nous allons certainement communiquer. Mais pour l'instant, nous attendons d'avoir des informations assez fiables et en fonction de ça, nous prendrons une décision. Le consul du Sénégal à New York qui est effectivement attendu sur place aujourd'hui. Et puis l'un des rescapés, une femme qui avait sauté du 2e étage de l'immeuble, sera opéré aujourd'hui. Il est midi et bientôt 5 minutes. C'était jusque-là le plus grand nombre de cas de Covid-19 enregistrés en un jour. Le record a été égalé entre hier et aujourd'hui à 177 tests positifs. À cela s'ajoutent 4 nouveaux décès dus au coronavirus. La nette hausse de la mortalité liée au Covid-19 qui est confirmée par le dernier rapport de situation sur la riposte à l'épidémie, le CITREP, du 3 août dernier. Selon ce rapport publié par les autorités sanitaires du Sénégal, le nombre de morts du Covid-19 est passé de 66 au mois de juin à 96 au mois de juillet, soit une hausse de 45% d'un mois à l'autre. Quant au point de ces dernières 24 heures, je vous propose d'entendre le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, porte-parole du ministère de la Santé, au micro de nos confrères de la RTS. Sur 1917 tests réalisés, 177 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,23%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 159 cas contacts suivis par nos services et 18 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les Parcelles Assainies 3, Ouest Foire 3, Ouakam 2, Diofior 1, Grand Dakar 1, Guédiawaye 1, Mamel 1, Mbour 1, Médina 1, Nioro 1, Rufisque 1, Tamba 1 et Thiès 1. 113 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 33 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce mercredi 5 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est resté stable. À ce jour, 10 715 cas ont été déclarés positifs, dont 7 101 guéris et 223 décédés, dont 3 390 sous traitement. Et puis cette question, pourquoi beaucoup de Sénégalais ne respectent pas les gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus qui, vous le savez, gagne du terrain dans notre pays. Mohamed Ali Mouba a tendu son micro à beaucoup de gens. Les raisons évoquées, vous allez le voir, sont multiples. Lorsque vous demandez à Mbaye, la soixantaine, les raisons pour lesquelles il ne porte pas de masque, sa réponse tombe à pic. Je l'ai avec moi. Je viens d'arriver tout juste d'un voyage. Mais actuellement, vraiment, je n'ai aucune idée sur ça. Mais en insistant, le vieil homme sort son masque de son kiosque PMU. J'ai pris mon masque. Et le brandit. Voilà le mien, monsieur. Avec des arguments apparemment les vrais. Je prends de l'âge aussi. Je respire mal avec ça. Mais Corona, c'est plus grave, non? Mais oui! Corona est plus grave, mais aussi je respire mal avec ça et ça peut me donner une autre maladie.
Plus loin, dans le centre-ville, un petit cercle d'hommes s'est formé. Gorgui discute avec ses amis. Il s'informe, connaît même l'état de progression de la maladie dans notre pays. Mais c'est peu de dire qu'il ne respecte pas les mesures barrières. Moi, je ne porte pas parce que je crois plus à cette maladie. Moi, personnellement. Pourquoi? Je sais pas. C'est personnel. Je crois pas. Parce qu'il y a beaucoup de discours contradictoires, c'est quoi? C'est ça. Mais avec le durcissement des sanctions, l'homme est-il prêt à porter son masque? Si on me la force, je suis obligé de porter le masque. Modou, qui n'a rien perdu de cette conversation, espère qu'avec les dernières mesures de l'État qui demandent aux forces de sécurité de sévir, ce sera le bout du tunnel pour notre pays, même s'il ne se fait pas beaucoup d'illusions. On peut parler, mais Et puis le programme 10 millions de masques initié par l'État en est à un taux de réalisation de 70%. C'est selon le coordonnateur du mobilier national. Saloum Diaye révèle que plus d'1 200 000 masques ont été produits dans la première phase de ce programme qui est exécuté en collaboration avec la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Il est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Ce programme de 10 millions de masques est la résultante des directives présidentielles pour la lutte contre la Covid-19 et participe au programme de résilience économique et sociale. Donc dès mi-mars, nous avons lancé ce programme de 10 millions de masques avec une première phase d'1 million de masques pilotés par le ministre Dame Diop de la formation professionnelle et de l'artisanat. Aujourd'hui, cette première phase est bouclée avec 1 260 000 masques qui ont été produits par nos couturiers. Et dans la logique de la solidarité gouvernementale, le reste des 10 millions est aujourd'hui produit par la DER qui est chargée du financement et de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc au jour d'aujourd'hui, je crois qu'ils ont pratiquement atteint, ils ont un niveau d'exécution d'à peu près 70-80%. Mais sachez que là où nous en sommes, nous avons bouclé un peu plus d'un mois la première phase qui a permis aux artisans sénégalais de produire 1 260 000 masques. Ces masques ont été prioritairement adressés aux agents de l'administration publique dont l'activité les expose au contact de la population. Il s'agit principalement de la reprise des cours pour les classes d'examen. Nous avons donné une partie à l'éducation nationale. Une autre partie est allée vers nos centres de formation professionnelle et aux autres administrations. RFM, partout, tout le temps. Allons à présent à Kaolack où l'inhumation du défunt Khalif général de Medina Baye, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass, aura lieu cet après-midi. Ibrahima Diamé, bonjour. Oui, bonjour Souleymane, bonjour à tous. Kaolack, lieu de convergence des talibés nyassènes venus de partout. Tout à fait, Souleymane. Donc, beaucoup de monde déjà à l'esplanade de la grande mosquée sous la tente. Donc, on voit des vagues de disciples talibés Baye Niass, Maulana Cheikh Ibrahima Niass, donc qui convergent vers la partout dans les rues donc, de la cité religieuse. On voit des centaines de fidèles donc, qui font des va-et-vient pour préparer, en tout cas participer à l'inhumation de Maulana, de Cheikh Ahmed Tidiane Niass, fils de Baye Niass, qui doit être donc inhumé ici à la cité religieuse de Medina Baye, au mausolée de son père, donc à côté de son père. Donc Souleymane, pour dire que il y a déjà un monde fou dans la cité religieuse qui vient de partout pour participer à cette inhumation. Déjà, nous annonçons depuis hier l'arrivée de 4 avions en provenance du Nigeria, donc qui devraient convoyer des gouverneurs, des émirs, le roi donc de Kano, Mohamed Sanoussi, était annoncé. On ne sait pas encore s'ils sont déjà là, mais en tout cas, leur avion devrait atterrir depuis ce matin, ou en tout cas hier nuit, comme précédemment annoncé. Pour dire que, en tout cas, Souleymane, ici au niveau de la cité religieuse de Medina Baye, tout le monde est en train de préparer l'inhumation du défunt Khalif de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Niass. Vous entendez déjà en fond sonore des versets du Saint-Coran qui sont en train de retentir donc du haut des minarets de la grande mosquée devant la
Nous sommes d'ailleurs, tout à l'heure, on s'entretenait avec les responsables de Jamiatul Ansaruddin qui nous rassuraient que justement tout est prêt pour, en tout cas, tout se déroule très bien quant à l'inhumation du défunt Khalif dans les alentours d'ailleurs, la grande mosquée et partout dans les rues de la cité religieuse. D'ailleurs, on voit une forte présence qui est là pour assurer la sécurité. Du côté également des mesures barrières, en tout cas pour se prévenir de cette maladie, on voit que beaucoup de fidèles partout sont munis de masques. Tout le monde est muni de masques donc pour se protéger. À l'entrée de la tente également, avant d'entrer à la tente, sous la tente, on voit des gens munis de gel hydroalcoolique avant de rentrer. Donc on vous donne du gel hydroalcoolique, en tout cas se laver un tout petit peu les mains. Donc Antoine, Souleymane, pour dire que ici au niveau de la grande mosquée de Medina Baye, tout comme devant le domicile du défunt Khalif, mais également de l'actuel Khalif, Cheikh Mahamadou Maï Niass, on voit qu'il y a beaucoup de monde. Certains sont en train justement de faire des prières, d'autres sont en train d'organiser, en tout cas d'accueillir ces milliers de fidèles qui doivent prendre part à cette inhumation du défunt Khalif Souleymane. Merci Ibrahima Djamé. Nous vous retrouverons tout au long de la journée pour la couverture spéciale de cette inhumation et des funérailles de Cheikh Ahmed Tidiane Niass, le défunt Khalif de Medina Baye. Il est midi et bientôt 15 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. L'UNSAS soutient le Sud-Just dans sa lutte. La centrale syndicale n'exclut pas une grève générale si les autorités ne réagissent pas. L'UNSAS a tenu une conférence de presse ce matin en compagnie des responsables du syndicat des travailleurs de la justice. Écoutons Madame Bassok, secrétaire générale de l'UNSAS au micro de Salimata Aoua. Le ministre s'était engagé lors de la dernière séance à laquelle j'ai assisté à ressaisir les camarades de soutien pour une discussion, une négociation. Mais à partir du moment où il y a un silence qui est observé, je pense que nous avons engagé donc toutes les forces de l'UNSAS dans la bataille. Toutes les forces de l'UNSAS qui sont là donc vont entrer dans la bataille, et parce qu'à l'effet d'abréger quand même la durée de vie de cette action-là qui gêne tout le monde. Je pense qu'on ne peut pas, dans un État responsable, ne pas tenir compte quand même des situations et des morsures qu'il y a, des tours de vis qu'il y a sur le service public de la justice. Le service public doit continuer à fonctionner. Nous allons engager une action d'envergure donc pour pouvoir faire aboutir la revendication et la plus courte possible, mais la plus prégnante possible. Les secteurs dans lesquels l'UNSAS travaille, donc nous allons mettre en mouvement, de leur donner un mot d'ordre, pour paralyser tous les secteurs pour que la revendication aboutisse et que force reste à la dignité quand même des acteurs du dialogue social. Mais on va, comme après l'Assemblée générale, nous avons la convoquée. On a juste des problèmes liés un peu à la question des rassemblements du corona. C'est le corona, mais nous allons mobiliser les secteurs parce qu'il faut quand même les rassembler en respectant la distanciation pour protéger donc la santé des populations. Mais nous allons y aller et je pense que les secrétaires généraux qui sont là se sont concertés et nous avons un plan d'action que nous allons mettre en place à travers une assemblée générale que nous allons convoquer ici. Le Sud-Just qui a entamé encore aujourd'hui une nouvelle grève de 48 heures. Les travailleurs de la justice sont en mouvement depuis plus d'un mois pour exiger l'application du protocole d'accord signé avec le gouvernement en 2018. Évoquons maintenant le démarrage ce matin des examens professionnels d'État. Le ministre de tutelle a effectué à cet effet une tournée dans quelques établissements de la capitale. Tout semble bien se dérouler. Cher Tidiane Diagne. Lycée technique Maurice Delafosse. Dans une salle au deuxième étage, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dame Diop, rend visite à des candidats au CAP. Tous sont penchés sur leur copie d'examen. Pas d'effectif pléthorique, la distanciation physique est respectée, le port de masque exigé. Jean-Bernard Yamakoun, qui vient à peine de terminer la première épreuve de la matinée, livre ses impressions. On a commencé par la technologie. On a suivi les épreuves, mais ce n'est pas difficile. En termes de sécurité, avant d'entrer, ils vont nous donner des gels et ils nous ont demandé de respecter la distanciation, de ne pas tricher aussi. Rester plusieurs temps sans étudier, on pensait
on n'allait pas faire des examens. Je pense que ça ira. Au Centre national de qualification professionnelle de Bel-Air, on n'a pas non plus dérogé à la règle. Tout est respecté. À l'entrée de l'établissement, des affiches sont faites pour sensibiliser sur la pandémie de Covid-19. Après un bref tour dans les salles, le ministre de l'enseignement professionnel témoigne de sa satisfaction. Dame Diop. Il s'est agi ce matin de venir constater le démarrage effectif des examens que le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat organise sur l'ensemble du territoire national. Il était important pour moi de venir constater de visu que l'examen a bien démarré ici à Dakar et d'après ce qu'on m'a dit aussi dans toutes les régions du Sénégal où nous avons des examens de CAP qui démarrent ce matin. L'État a pris toutes les dispositions pour redémarrer les cours le 25 dernier. Et c'est tout heureux qu'on a pu constater que les enseignements apprentissages ont démarré. Les élèves, les apprenants ont pu terminer leur programme pour ceux qui sont de la formation professionnelle. Et c'est tout heureux aujourd'hui qu'on constate qu'ils sont venus en masse faire leur examen. Et je pense qu'on le doit d'abord à l'engagement de l'État, on le doit à l'engagement des enseignants. Les examens professionnels d'État vont se dérouler du 6 août au 30 septembre prochain. Plus de 22 000 candidats sont dénombrés et ils sont répartis dans 74 centres de composition sur l'étendue du territoire national. Allons maintenant à Sédhiou où la gestion du maire de Sansamba est décriée par des jeunes de cette commune. 6 ans après que cette localité a été érigée en commune, les jeunes de la plateforme de Sansamba Bleu face à certaines difficultés vécues dans cette localité, entre autres difficultés, les abris provisoires, l'absence de postes de santé, réclament le départ du maire. Correspondance Max Euclide Kamfani. Sansamba Bleu, c'est une plateforme revendicative. Vu la situation cacophonique de nos élus locaux, leur gestion, ça ne nous plaît pas. Aujourd'hui, Sansamba est orphelin de maire. Ces jeunes de Sansamba manifestent ainsi leur colère envers leur maire qu'ils jugent incapable de mener à bien les destinées de cette commune. Un maire absentéiste qui se fait désirer dans sa localité et ne se préoccupe pas des difficultés de sa population, selon les jeunes de cette plateforme Sansamba Bleu. Marie-Lie Djamé coordonne cette plateforme. Aujourd'hui, nous sommes en tout cas à la 6e année, depuis que Sansamba est devenue en tout cas commune de plein exercice. On n'a pas vu de changement du côté de la jeunesse, du côté de la santé, des infrastructures, de l'éducation. Il n'y a pas de changement. Le maire, on le voit s'il y a campagne ou bien s'il y a vote de budget. De ce fait, nous, on ne peut pas continuer vraiment à vivre dans cette situation. Donc, pour qu'il y ait changement, nous voulons vraiment le départ du maire parce qu'il n'est pas là pour la population, mais il est là pour lui. Ces jeunes listent ainsi les maux dont souffre leur commune pour étayer leurs propos. Du côté de l'infrastructure, Sansamba aujourd'hui remporte la pari des abris provisoires au niveau de l'éducation. Et au niveau de la santé, je viens juste de communiquer avec l'ICP de la commune. Il m'a dit que depuis 2016, ils n'ont pas reçu de subvention des maires de la mairie. Aujourd'hui, à Sansamba, on est obligé, si quelqu'un est malade, de faire une attestation ou bien une prescription, qu'il part à CIU, chercher des médicaments. Donc là, vraiment, c'est ignoble. Donc la population de Sansamba ne mérite pas cette situation. C'est la seule commune dont la haute tension, en tout cas, ne passe pas. Toutes les autres communes, il y a le courant. Mais seulement Sansamba qui n'a pas cette chance. Les jeunes de cette plateforme Sansamba Bleu alertent ainsi le président de la République sur cette situation vécue par ces populations. Nous, on lance directement l'appel au chef de l'État qu'à Sansamba, il n'a pas un représentant. Parce que c'est seulement les populations qui se débrouillent seules. Max Euclide Kamfani à Sédhiou pour la RFM. Après Sansamba à Sédhiou, Ndiaye Bop dans la commune de Moronlan, région de Thiès, les populations parlent des nombreux maux auxquels elles font face. L'eau se fait rare et pourtant les forages qui alimentent Dakar et sa banlieue sont implantés dans cette localité, sans compter les carrières d'exploitation de latérite et de calcaire qui causent énormément de dégâts. En tous les cas, ces populations lancent un cri du cœur. Reportage Cheikh Anta Diop. Les autorités étatiques n'ont aucune considération pour les populations de Moronlan. C'est le cri du cœur lancé par ces jeunes du village d'Ndiaye Bop dans la commune de Moronlan qui se disent outrés par la prolifération des forages dans leur localité. Ces ouvrages hydrauliques, disent-ils, alimentent Dakar et sa banlieue tout en oubliant les populations de Moronlan. Oumar Sis, leur porte-parole. 13 forages sont implantés ici à Moronlan. Ces forages alimentent Dakar et sa banlieue. Et nous, Moronlandais, nous avons soif. C'est catastrophique. C'est catastrophique là-bas, quoi.
Très en colère, ces jeunes de Ndiaye Bop ne décolèrent pas contre les entreprises qui s'activent dans l'exploitation de la latérite dans cette zone, ce qui justifie pour eux la nécessaire révision du code de l'environnement. Il y a ici des carrières qui exploitent le calcaire et la latérite. Ces exploitations nous ont causé beaucoup de dommages. Les gens du village sont tous malades. Pire encore, vous avez vu, il n'y a pas de route à Morolan. Dans ce village de Ndiaye Bop, le port du masque est obligatoire. Chaque jour, ces jeunes sillonnent les différents villages de Morolan pour sensibiliser les populations sur les dangers du coronavirus. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Souleymane. Le Premier ministre de la Mauritanie a présenté sa démission au chef de l'État. Une démission qui intervient aujourd'hui, quelques jours seulement après que son nom a été cité dans des dossiers d'une enquête parlementaire. Le Premier ministre de la Mauritanie, Ismaël Ould Beid Ould Chersidia, a présenté sa démission au président de la République. Info de notre correspondant ou de notre envoyé spécial, de notre correspondant en Mauritanie, Mohamed Diop. Alors, le shérif de Nioro va-t-il réussir là où la CEDEAO a échoué dans la médiation au Mali? Nioro, situé à 400 km de Bamako, capitale du Mali, l'instant d'une médiation, le shérif de cette localité, l'influent Bouya Aïdara, rencontre à tour de rôle depuis quelques jours les forces politiques du Mali. Imam Mahmoud Diko est également attendu sur place. Le shérif de Nioro peut-il réussir sa médiation là où la CEDEAO a échoué? Nous avons posé la question à notre confrère Serge Daniel. Le shérif de Nioro est un homme responsable, respectable, surtout respecté par tous ici. C'est un peu le pèlerinage aller chez lui. C'est devenu un peu la capitale politique du Mali où tout le monde se rend à la recherche de la paix. Donc de ce point de vue, il est capable d'aider à trouver une solution. Donc il a reçu les 10 principaux chefs traditionnels du Nord, de Kidal à Tombouctou, en passant par Gao. Là, il va recevoir l'imam et c'est fort possible qu'il puisse appeler les uns les autres au calme, trouver un terrain d'entente. C'est la personnalité de l'homme permet de penser à cela. Par exemple, il a un adepte qui est le ministre des Finances et de l'Économie ici, M. Abdoulaye Daffé, un banquier à la retraite qui a fait son entrée dans le dernier gouvernement restreint. Donc, par rapport à la crise, oui, il peut apporter du sien, il peut donner des directives, il peut calmer également. Maintenant, sur la durée, je ne sais pas ce que ça va donner, parce qu'il est quand même à 400 km de Bamako. Tout autre chose maintenant, le président français est arrivé au Liban ce matin. Pour organiser l'aide humanitaire, c'est ce matin qu'Emmanuel Macron est arrivé à Beyrouth, 2 jours après la sanglante explosion survenue au port de la capitale libanaise. Le président Macron, morceau choisi de son discours. Ce soutien, cette solidarité comme une évidence qui s'impose, parce que c'est le Liban, parce que c'est la France. Et je me devais d'être là pour apporter cette amitié, cette fraternité de notre pays au peuple libanais. Ensuite, je souhaite pouvoir écouter, me rendre compte et aider à organiser l'aide internationale, le soutien et l'appui à Beyrouth et à la population du Liban. Nous avons commencé à le faire avec l'arrivée hier de 2 avions militaires, un avion civil qui ont apporté des premiers médicaments, des soins, des équipes d'urgence, l'équivalent pour traiter 500 blessés. Nous avons dans quelques heures un autre avion qui arrive, un MRTT ravitailleur, avec des moyens d'enquête, de soutien logistique, d'équipes aussi de police et de recherche. Et nous aurons organisé dans les prochains jours des soutiens supplémentaires au niveau français, au niveau aussi européen. Je souhaite organiser la coopération européenne et plus largement la coopération internationale. Et la France prendra dans les prochaines heures des initiatives à la lumière de ce que nous allons échanger, à la fois avec justement les équipes sur place et les autorités. Et donc là, pendant les heures qui viennent, je vais me rendre sur le port
échanger avec les équipes de sauveteurs, échanger avec les ONG, toutes celles et ceux qui sont sur place et qui prennent en charge et ont pris en charge dans l'urgence. L'explosion a fait 137 morts et 5000 blessés. Un comité d'investigation a été mis en place pour identifier les coupables. Les ressortissants libanais établis au Canada et autres citoyens du monde se sont mobilisés pour apporter une aide humanitaire après l'accident dévastateur de Beyrouth. En ligne de Montréal, Mamoudou Aïssandiaï. Les qualificatifs décrivant l'incident, l'accident survenu au Liban ne manque pas. Incroyable, triste, abominable, tous les mots sont bons pour qualifier l'explosion de Beyrouth. Des citoyens libanais devenus canadiens s'organisent déjà et se regroupent pour trouver de l'aide humanitaire pour leur pays. L'aide humanitaire qui presse et la Croix-Rouge est en peloton de tête pour mobiliser ses ressources. D'une bonne volonté se manifeste. Monsieur Merwan, chef d'une communauté religieuse, affirme que des gens de toute obédience confondue s'organisent déjà. Chrétiens et musulmans, surtout ici à Montréal, on est en collaboration étroite. On se réunit, on se voit. L'objectif pour nous tous, c'est de cibler une grande aide à la Croix-Rouge libanaise et aux hôpitaux libanais. Selon Raoul Mercier, un autre citoyen apprécie ce qui est arrivé au Liban est simplement abominable. Le Liban, après ces crises politiques et économiques, entre dans une critique phase humanitaire. Les gens n'arrivent pas à croire que quelque chose comme ça peut arriver. Il n'y a vraiment pas de mots à dire pour expliquer ce qui s'est passé. Ici à Montréal, la compassion et la solidarité sont les maîtres mots les plus partagés pour un soutien au peuple libanais. Mamoudou Aïssandiaï, Montréal, Radio Futur Média. Et voilà qui met un terme à cette page internationale. Merci Binta Diallo. RFM Sport. La synthèse de l'actualité sportive avec Sodetiam. Et nous démarrons avec les huitièmes de finale retour de la Ligue Europa aujourd'hui. Francfort va rendre visite à FC Bâle qui l'avait battu lors de la phase aller par 3-0. Bayer Leverkusen va accueillir Glasgow Rangers. Lors de la marche aller, c'est Bayern qui l'avait dominé par 3-1. Toujours pour le programme de ce jeudi, Wolverhampton fera face à Olympiakos lors de la manche aller. C'était 1 partout. FC Séville va affronter AS Rome. La manche aller de cette rencontre a été annulée. Pour les résultats d'hier, deuxième de la Série A, l'Inter Milan est toujours en lice pour briller également en Coupe d'Europe. Le match aller n'ayant pas pu avoir lieu en raison du coronavirus, la formation d'Antonio Conte a rejoint les quarts de finale de la Ligue Europa en dominant Getafe 2-0 hier. En quart de finale, l'Inter sera accompagné par Manchester United qui a battu Linz. Les Red Devils avec une formation logiquement remaniée puisque Pogba et Martial étaient remplaçants. Les Red Devils se sont imposés dans les tout derniers instants de la rencontre par 2-1. Le Shakhtar Donetsk a aussi validé sa place en quart de finale après avoir éliminé Wolfsburg. Le FC Copenhague sera au rendez-vous aussi après avoir renversé l'Istanbul Basaksehir. Concernant la Ligue des Champions, avec le Paris Saint-Germain sans doute privé de Marco Verratti touché au mollet droit et encore confronté à l'incertitude de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain va vivre des moments difficiles avant d'affronter l'Atlanta Bergame le 12 août prochain pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a souvent été privé de joueurs importants blessés ou suspendus dans ses grands matchs à élimination directe en Ligue des Champions depuis son rachat par le Qatar. En France, Montpellier reproche à Strasbourg de ne pas avoir refait de tests de dépistage de Covid-19 avant le match amical entre les deux équipes le 28 juillet dont on peut craindre qu'il y ait créé un foyer épidémique. Le staff et les joueurs de Montpellier vont passer un nouveau test de dépistage au coronavirus ce jeudi. Mais, quels qu'en soient les résultats, ils ne vont pas se rendre à Milo samedi prochain pour affronter Clermont. Par mesure de précaution sanitaire, le match amical entre les deux équipes a été annulé comme celui qui devait opposer Montpellier à Marseille hier mercredi. Au lendemain de sa défaite contre Mouscron en amical, Lille a officialisé ce jeudi le transfert de son jeune défenseur sénégalais El Hadj Arfan Gueye, âgé de 21
20 ans à son club satellite belge. Arrivé de l'AS Dakar Sacré-Cœur en 2018, Arfan Gueye était sous contrat avec Lille jusqu'en 2023. Il n'avait jamais porté le maillot de l'équipe première de Lille en match officiel. En Italie, après plusieurs mois de négociations, l'AS Rome, détenu par l'Américain James Pallotta depuis 2011, a annoncé ce jeudi la vente du club avec 86,6% des parts du capital à l'homme d'affaires texan Dan Friedkin pour un montant de 591 millions d'euros. Retardée par l'épidémie de coronavirus, l'opération devrait être conclue définitivement fin août. Côté transfert, l'Inter Milan a officialisé ce jeudi le transfert définitif d'Alexis Sanchez qui s'est engagé jusqu'au 30 juin 2023. Et nous terminons avec du basketball. Les Los Angeles Lakers, qui sont assurés de terminer en tête de la conférence Ouest, ont trébuché face à Oklahoma City Thunder 105-86. C'est la 16e défaite de la saison pour la franchise californienne et la deuxième depuis la reprise du championnat après celle enregistrée contre Toronto samedi dernier. Les Boston Celtics ont eux aussi signé une large victoire face aux Brooklyn Nets 149-115 avec le record de points marqués dans un match pour cette saison. Côté conférence Est, les Toronto Raptors, champions en titre, ont battu l'Orlando Magic 109-99. Un peu plus tôt mercredi, les Philadelphia Sixers et les Denver Nuggets avaient également gagné respectivement face aux Washington Wizards 107-98 et au San Antonio 132-126. L'Utah Jazz de Rudy Gobert avait battu pour sa part les Memphis 124-115. À présent, Coronews, l'actualité de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, en Afrique et dans le monde avec Nafissa Toussila. Le Brésil s'est réveillé ce matin avec un bilan macabre de 1437 morts. Le pays approche dangereusement les 100 000 morts, 95 819 à ce jour. Ce jeudi 6 août, plus de 57 000 nouveaux cas ont été confirmés. Les États-Unis ont enregistré ces dernières heures 1107 morts et 49 988 nouvelles contaminations. En Europe, on note une légère baisse du taux de décès. En Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique ou encore le Royaume-Uni, mais de nouvelles contaminations sont recensées comme en Espagne où l'on enregistre 2953 nouveaux cas depuis une semaine et ces dernières 24 heures, toujours en Espagne, seul un décès du Covid-19 a été déclaré, mais la Russie, elle, fait état de 5204 nouveaux cas et 139 décès ces dernières 24 heures. Au Japon, le Covid continue de grimper avec 1271 cas de contamination supplémentaire en 24 heures et 6 décès. Le Japon a entamé depuis hier la réouverture des frontières, mais sous condition. En Chine aussi, le nombre de nouveaux cas remonte, 37 nouvelles contaminations, mais le pays déclare aucun décès ce jeudi. En Inde, le bilan humain de l'épidémie s'alourdit. L'Inde recense ce jeudi 56 626 nouvelles contaminations et 919 morts. En Iran, c'est 185 nouveaux décès enregistrés ces dernières heures et 2697 nouvelles contaminations. En Afrique, c'est l'Afrique du Sud qui paie le plus lourd tribut. Le nombre de nouveaux cas flambe avec ce jeudi 8559 cas pour un total de 529 877. Il est suivi par l'Égypte qui totalise 95 875 cas et 4 930 décès, dont 18 ces dernières 24 heures. Les plus faibles taux de décès sur le continent sont enregistrés au Botswana qui totalise 2 décès et au Sahara occidental où le nombre de cas s'élève à 10 avec un décès. RFM, la presse du jour. La presse de ce jeudi 6 août 2020, lue et commentée par Georges Détié-Diop. Horreur à Denver, aux États-Unis, et ça tombe sur la communauté sénégalaise. 5 membres d'une même famille décèdent dans un incendie. Un père, une mère et leur enfant, plus une sœur et son enfant. Ce qui fait dire à Vox Populi qu'une famille sénégalaise est décimée à Denver. Les Échos rapportent le drame et fait savoir que Djibril Diol, sa femme, leur fille, sa sœur et son neveu périssent dans un incendie. L'Observateur parle de fin tragique d'une famille de 5 Sénégalais emportés par les flammes à Denver. Vox Populi souligne que Dembaka, propriétaire de la maison, ainsi que sa femme ont survécu en sautant du 2e étage. Selon mon confrère, l'incendie a été signalé
signalé vers 2h40 après qu'un policier de Denver a remarqué la fumée et que les gens ont commencé à appeler le 911, le 911. La police, justement, l'Observateur et les Échos informent qu'elle privilégie la piste criminelle. Ici à Dakar, l'enquête sur le saccage des locaux du quotidien Les Échos avait conduit à l'arrestation de 6 personnes des talibés du guide des Moustarchidines. Les Échos, dans sa livraison du jour, fait état de leur déferment. Selon le journal, ils seront présentés au procureur aujourd'hui et sont poursuivis pour association de malfaiteurs et destruction de biens appartenant à autrui. Les auteurs présumés du saccage ont été arrêtés par la section recherche de la gendarmerie. La gendarmerie qui est remobilisée pour faire respecter les gestes barrières. Hier, en Conseil des ministres, le président de la République a lancé un appel à la jeunesse pour conforter au quotidien le plaidoyer communautaire pour l'observance généralisée des mesures barrières et le port obligatoire et systématique du masque dans les transports en commun et les lieux recevant du public sous peine d'amende. À ce propos d'ailleurs, il a demandé au ministre de l'Intérieur et au ministre des Forces armées de déployer, comme le souligne Le Soleil, un dispositif spécial de régulation et de contrôle de l'accès aux plages et des rassemblements publics sur l'étendue du territoire national. Résultat, le journal Le Quotidien affirme que Macky remet les barrières. Pour enquête, Macky brandit le bâton. La cravache, selon Le Quotidien LAS. L'Observateur voit en ce durcissement des mesures un aveu d'impuissance. En tous les cas, enquête fait état de l'application à partir de vendredi d'une série de décisions visant à faire respecter les mesures de prévention. Selon mon confrère, les lieux de culte, les restos, les marchés, baptêmes, funérailles, entre autres, sont dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Source A semble confirmer cela. Le journal indique que des consignes fermes sont données aux forces de l'ordre pour ne plus tolérer les grands rassemblements lors des funérailles, baptêmes, rencontres dans les plages, bars, lieux de culte, entre autres. Déjà, notre source A, rien que dans la journée d'avant-hier, 830 personnes ont été interpellées par la police sur le territoire pour non-port du masque. Et parmi elles, 340 citoyens résidant à Dakar. Le Covid-19 a porté un coup dur au dialogue politique suspendu depuis le mois de mars. Les concertations n'ont toujours pas repris et Sud Quotidien souligne que cela présage à coup sûr d'un dérèglement de l'horloge électorale. Sud évoque un report de trop des élections qui se dessinent de plus en plus des contours d'un couplage des locales et des législatives quasi impossible selon des experts électoraux qui analysent la situation dans le journal. Le réaménagement de la Corniche Ouest et les plans secrets de Macky Sall. L'Observateur révèle que le schéma final intègre la disparition de la prison de Rebeuss qui sera démolie et remplacée par des tours et l'érection d'un quartier judiciaire au camp Lat Dior où seront regroupées toutes les juridictions, la Cour suprême et le Conseil constitutionnel notamment. Et pour terminer cette info à la une de l'info, le journal rapporte que Sen'Eau a mis en œuvre un programme de 5 milliards de francs CFA, 5 milliards destinés à l'amélioration de la qualité de l'approvisionnement en eau de la population. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h39, bientôt 40 minutes, bienvenue à Point de vue aujourd'hui sur les problèmes d'approvisionnement, d'alimentation en eau dans le monde rural. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Moundor Madjoun, directeur des travaux de l'OFOR, l'Office des forages ruraux. Bonjour M. Madjoun. Bonjour M. Nia. Nous sommes également avec M. Modou Diouf, chargé de communication de l'Union du monde rural. Bonjour M. Diouf. Bonjour. Je vais commencer par vous parce qu'il y a beaucoup de récriminations dans le monde rural quant à l'approvisionnement en eau potable par les fermiers, les sociétés titulaires d'un contrat avec l'OFOR pour ce service public de base. Est-ce que vous pouvez nous décrire le tableau général de la situation ? Nous savons qu'il y a eu ces dernières années, voire ces derniers mois, des manifestations. Les plus récentes, c'est à Mboro, mais il y a également dans toute la région de Thiès, dans la région de Diourbel, mais également à Koumpentoum, même en Casamance. Quel est le tableau général ? C'est quoi le problème de fond ? Voilà, comme vous le savez, depuis la création de l'OFOR et le démarrage de ses activités, la gestion de l'hydraulique rurale connaît des soubresauts incessants et un tumulte sans commune mesure. Et il ne se passe pas un jour où, dans l'une des régions, dans l'un des départements ou dans une des communes concernées,
ne s'organisent des manifestations de réprobation, ne s'élèvent des cris de détresse et de dénonciation de la DSP, ça veut dire la délégation de services publics et de la gestion des systèmes de production d'eau potable par des privés pour l'hydraulique rurale. Et de ce fait, les régions qui me semblent être les plus touchées, c'est les régions de Thiès et de Diourbel. En somme, c'est une dépossession organisée et planifiée par la loi numéro 2014-13 du 28/2/2014. En clair, l'expropriation forcée du patrimoine infrastructurel en hydraulique rurale par l'État et son exploitation par des sociétés privées ont fini de créer un malaise profond au sein des populations concernées et ont installé une atmosphère de défiance. Mais attendez, on va s'arrêter sur ce... Sur ce point, on va revenir à la suite. Mais sur ce point, je voudrais introduire quand même l'OFOR, M. Moundor Madioun, directeur des travaux de l'OFOR. Alors, vous avez entendu M. Diouf. Il semble dire que c'est cette réforme-là, intervenue il y a quelques années, qui est la justification, disons, profonde. On reviendra sur les autres explications, notamment la responsabilité des sociétés, des fermiers, des sociétés titulaires, donc attributaires de ces contrats. On parle beaucoup d'Aquatec, à Kumpentum, c'était Sogès, il y a une autre société, vous nous en parlerez tout à l'heure. Mais quelle est votre réponse, vous, en tant qu'OFOR? Quelle est votre responsabilité dans la situation? Parce qu'on a entendu l'une de ces sociétés dire oui, c'est bien beau, nous récupérons l'eau, nous la distribuons, nous la commercialisons. Encore faudrait-il que les infrastructures soient mises à niveau et que la ressource soit disponible en quantité et en temps. Est-ce que vous faites le travail nécessaire pour que cette eau-là, cette ressource, soit disponible aux sociétés pour lesquelles vous avez auxquelles vous avez délégué ce service public? Merci, M. Yan. Je commencerai d'abord par dire bonjour à tous nos fidèles auditeurs, mais également à mon co-débatteur. Et juste pour dire que, quand même, il faudra qu'on situe la problématique de l'approvisionnement en eau du milieu rural dans son contexte. En quoi disant, c'est parce que tout simplement, on est dans une phase de réforme. Vous conviendrez qu'avec moi, depuis les années 80, quand le Sénégal comptait moins de 1000 forages, c'est pratiquement l'État qui prenait en charge tout le fonctionnement des ouvrages en milieu rural. Mais depuis quand même les années 2000, le parc de forage a tellement évolué et qu'aujourd'hui, on est à plus de 2100 ouvrages équipés, forages équipés uniquement dans le monde rural. Et parmi ces 2100 forages, si on faisait vraiment la répartition entre les agrifores qui géraient correctement, qui étaient en mesure de prendre en charge aussi bien le renouvellement des équipements de pompage que le renouvellement des groupes électrogènes. Les Azufors qui étaient des associations d'usagers. D'usagers de forage. Gérées par les communautés, par les villageois eux-mêmes. Voilà, exactement. Ces Azufors, pratiquement, ne dépassaient pas 5% qui étaient capables de pouvoir prendre en charge le renouvellement des équipements d'exode. Ça veut dire que c'est l'État qui revenait encore derrière pour essayer d'acquérir des équipements et mettre à la disposition des populations. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? L'État, à l'heure actuelle, ne peut pas supporter de continuer à prendre en charge le renouvellement de l'ensemble de tous ces équipements en milieu rural. Et c'est pourquoi on avait dit, on fait appel à l'expertise du privé pour quand même pouvoir essayer d'améliorer la qualité de service. Monsieur Madioun, c'est maintenant à ce niveau, justement, je reviens, c'est justement à ce niveau où vous avez parlé tout de suite
de problèmes de responsabilité. Effectivement, je reconnais que l'État devait, dans ces délégations de services, renouveler le parc qui datait de plus de 5 ans. Malheureusement, il y a eu un retard dans le renouvellement de ce parc. Vous voulez dire 50 ans? 5 ans. 5 ans. Ok, d'accord. Le renouvellement des pompes et des groupes au niveau de ce parc délégué, qui date de plus de 5 ans, devait être renouvelé par l'État avant même la prise en possession de ces ouvrages par les délégataires. Monsieur Madioun, nous avons très peu de temps, mais pardonnez-moi de vous interrompre sur ce point. J'étais sur votre site internet tout à l'heure. Oui. J'ai été impressionné par le nombre de projets financés par la coopération internationale, par les montants engagés, Badea, Koika, la coopération japonaise, sans compter le budget consolidé d'investissement du Sénégal. Ce sont des dizaines, voire des centaines de milliards de francs qui ont été injectés dans l'hydraulique rurale. Où est passé cet argent? Pourquoi on a autant de retard et autant de problèmes de mise à niveau des infrastructures hydraulique dans le monde rural? Oui, mais c'est-à-dire que je peux bien revenir exactement sur ces financements. Aujourd'hui, vous parlez par exemple du PAMIR qui est en train de prendre en charge le renouvellement des équipements au niveau de la zone centre où on a effectivement les délégations de services de Aquatec et de Kaolack-Kaffrine. Effectivement, beaucoup d'argent est injecté dans cette zone centre entre Kaolack, Fatick et Kaffrine. Mais c'est justement pour vous dire que le projet vient juste de démarrer. Aujourd'hui, on est sur les passations et donc le renouvellement de ces équipements va démarrer incessamment. Et donc malheureusement, le démarrage des délégations a démarré un peu plus tôt. C'est ce qui fait que ce décalage qui a un peu créé le déséquilibre entre donc le renouvellement des équipements pour permettre aux opérateurs de fonctionner correctement sans beaucoup de difficultés au niveau des pannes. Et bon, mais bientôt ça va être, comme vous avez pu le constater, toutes les passations de marché sont terminées au niveau de la zone centre. Et pour très bientôt, les équipements en panne au niveau de la zone centre. Nous reviendrons tout à l'heure sur les délais d'exécution des projets et je voudrais vous parler du cas de Koumpentoum où on nous avait annoncé il y a quelques années que les problèmes seraient réglés très rapidement. C'était en 2016 et nous voilà en 2020 à avoir des manifestations des populations de Koumpentoum. On reviendra là-dessus avec vous tout à l'heure pour conclure ce point de vue. Mais avant cela, je voudrais réintroduire ou rappeler M. Modou Diouf. Vous avez entendu les explications du directeur des travaux de l'OFOR. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que effectivement le problème serait un retard d'investissement et un décalage entre le démarrage des fermiers et la mise en place justement de ces projets qui apparemment ont pris du retard? Voilà, comme vous le savez, l'État se doit par devoir de restituer la vérité aux Sénégalais, aux consommateurs de façon générale. Il a tantôt parlé d'un chiffre 2100 forages. Et les 2100 forages, ils ont fait eux-mêmes des études par rapport aux ressources financières que génèrent ces 2500 forages. Et c'est ce qui aiguise d'ailleurs, c'est ce qui aiguise l'appétit de l'État visant à s'accaparer coûte que coûte de ces forages ruraux. C'est tout simplement ce qui explique. Mais M. Modou Diouf, ce sont les sociétés qui gagnent de l'argent. L'État gagne de l'argent indirectement à travers les taxes et impôts. Oui. Vous savez, c'est une sous-traitance. L'État a sous-traité la gestion de ces forages à des sociétés privées. Mais ces sociétés privées-là ne ramassent pas l'argent comme ça. L'État a une dividende par rapport à des redevances pour être plus précis. Oui. Très bien. Mais ce qui constitue aujourd'hui le nœud du problème, c'est ce que génèrent les ressources que génèrent ces forages.
c'est ce qui aiguise aujourd'hui l'appétit de l'État. Et que malheureusement, la communication de nos gouvernants ne parte pas dans cette optique. C'est un vaste sujet qu'on ne peut pas malheureusement boucler dans si peu de temps, mais votre point soulève la question des ASUFOR. Pourquoi, avec autant d'argent, les ASUFOR n'ont pas joué le rôle qui était attendu, notamment en termes d'investissement dans l'infrastructure? Si vous dites qu'il y a autant d'argent, pourquoi les ASUFOR n'ont pas utilisé cet argent pour mettre à niveau les infrastructures? C'est une désinformation. Ça, c'est ce qu'on appelle de la désinformation. Pour rappel, la plupart de ces forages que ces gens-là évoquent constituent l'œuvre de dons dans la plupart du pays. Si vous allez par exemple à Toubatoul, mais le forage de Toubatoul, c'est l'œuvre de l'Arabie Saoudite. Si vous allez à Bambey Serré, c'est l'œuvre de World Vision, etc. Et par rapport à l'addiction, c'est des populations elles-mêmes qui ont cotisé pour pouvoir entrer en possession avec l'eau. Et par rapport, il a parlé aussi de l'incapacité de ces ASUFOR à gérer de façon idoine ces infrastructures hydrauliques. Moi, je m'inscris en porte-à-faux avec lui parce que nous avons aujourd'hui des ASUFOR qui, pour la plupart de ces ASUFOR-là, ont reçu des distinctions pour avoir géré de façon sobre et vertueuse. Maintenant, la question que nous posons, c'est quelle est cette logique qui veut qu'on sanctionne négativement ceux-là qui ont fait de la gestion sobre et vertueuse, et pourquoi ne laisse-t-on pas ces ASUFOR-là qui ont fait des preuves de continuer la gestion, mais avec un accompagnement institutionnel? Très bien. Malheureusement, nous n'avons pas plus de temps pour parler davantage de ce sujet extrêmement important, mais nous vous retrouverons tous les deux dans l'édition en Wolof pour poursuivre cette discussion. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. À 12h53, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé et qui m'a permis de vous la présenter. À 13h, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye pour la principale édition de la mi-journée en Wolof. Tout de suite, Allô Présidence. Excellente suite des programmes sur la RFM. Très bon après-midi. Au revoir.